Bonjour à toutes et bonjour à tous et nous revoici pour une nouvelle vidéo où cette fois on va parler du pair programming. Donc le pair programming est une nouvelle méthode de gérer nos équipes qui va donc plus consister cette fois à faire travailler les développeurs en autonomie et on va dire seuls, mais de les faire travailler en binôme. Le problème c'est que traditionnellement ça va à l'encontre de ce que les managers ont tendance à faire et ainsi c'est souvent mal vu parce que c'est vu comme une perte. Ainsi, je me suis dit, est-ce que travailler en binôme, est-ce vraiment une perte? Il est temps de peser les pour et les contre pour pouvoir faire une synthèse. Donc évidemment, je ne prétends pas avoir la vérité, en sachant que je ne suis pas objectif dans le sens où je suis plutôt favorable au pair programming, mais en tout cas, j'espère que cette présentation va pouvoir vous permettre d'avoir une meilleure compréhension du pair programming. Donc déjà, en quoi ça consiste? Jusqu'à maintenant, en fait, on avait des développeurs qui étaient sur des tâches, qui travaillaient en équipe certes, mais ils travaillaient en autonomie, c'est-à-dire que, in fine, sur leur PC, lorsqu'ils devaient taper leur ligne de code, ils étaient seuls à réfléchir sur comment est-ce qu'ils allaient implémenter ça. Potentiellement, ils pouvaient aller demander de l'aide, mais in fine, c'est lui seul qui développe sur son PC. Et l'idée, c'est justement de remplacer ça pour faire que désormais, ils travaillent en binôme, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, qu'on en ait besoin ou pas, il va y avoir une deuxième personne à côté de nous pour tout simplement observer ce qu'on fait. Alors là, tout de suite, vous allez avoir votre management qui va dire « Quoi ? Je vais avoir une personne qui travaille et l'autre qui regarde. J'ai donc un développeur inactif. Mais c'est nul, c'est pourri ton système, je sais même pas pourquoi on en parle. Là, tu me dis que l'un, il va pas être productif, il ne va pas créer de la valeur, il va pas créer du code. Je vais perdre de l'argent et du temps. C'est scandaleux, je refuse catégoriquement. » Alors, c'est vrai que, vu comme ça, on pourrait penser ça. Je le comprends tout à fait. Maintenant, il va falloir passer outre cet a priori et aller creuser un peu plus en profondeur. On peut voir plusieurs gains en travaillant en binôme. L'un qui est particulièrement intéressant, surtout sur le long terme, c'est la montée en compétence de vos équipes. Par exemple, lorsque l'on travaille en binôme, cela va permettre un échange entre les développeurs sur les différentes pratiques à adopter et sur la façon de surmonter un problème. Quand on travaille seul, on a tendance à développer à sa manière et à utiliser tout simplement ses habitudes, ce qui n'est pas forcément les meilleures façons de faire, et surtout avec un échange, ça va permettre d'échanger aussi certaines astuces, certains raccourcis qui vont nous permettre d'être toujours plus productifs. Et surtout, ça va permettre aussi d'augmenter la qualité du code grâce justement à cet échange et aux meilleures façon de faire. Par exemple, là, je vais avoir le développeur numéro 1 qui va me dire « Ah bah, j'ai fait un contrôle côté client, c'est bon, je réponds aux besoins. » Là, il y a le développeur numéro 2 qui va être un peu plus expérimenté, ou en tout cas qui a une autre vision de la chose, qui va dire « Ouais, mais attends, déjà ce contrôle, on va le faire en de multiples occasions, ça serait bien quand même de le factoriser. » Et puis quand même, un contrôle client, ça se contourne. Ça serait bien, c'est qu'on fasse aussi un contrôle côté serveur pour des raisons de sécurité. Chaque fois, l'autre développeur va dire « Ah bah ouais, c'est vrai que c'est bien pensé et c'est nécessaire. Très bonne remarque, très pertinent, mais du coup, moi, je sais pas trop comment faire ça. » Et le deuxième développeur va dire « Bah attends, je vais t'expliquer. » Donc d'ici, on peut voir par exemple que voilà, on va avoir un échange tout de suite. Il pensait avoir terminé, l'observateur va lui dire « Ouais, mais non, attends, il te manque ça, et puis pour des raisons de sécurité, ça serait bien de faire ça. » Donc là, ici, ça peut être très bien dans ce sens, mais ça peut aussi être l'inverse. Ça peut être le développeur numéro 1 qui fait des trucs que le développeur numéro 2 dit « Mais pourquoi est-ce que tu fais ça ?» Et l'autre, il va lui expliquer « Bah parce que voilà, ça apporte ça apporte ceci, ça apporte cela. » Et le deuxième développeur va dire « Ah ouais, c'est vrai que c'est vachement intéressant comme manière de faire, j'y avais pas pensé. » Et puis voilà, et ainsi, via cet échange, les développeurs vont pouvoir monter en compétences, voir de nouvelles choses, adopter des bonnes pratiques et surtout monter en compétences. Et ça, sur le long terme, c'est extrêmement utile, car ça va éviter des gains de formation, c'est valorisant pour les développeurs, et surtout on va avoir du code de meilleure qualité. Ensuite, et ça va aussi améliorer la polyvalence entre les développeurs, en leur montrant d'autres parties du projet. Lorsqu'on développe, parfois il est
courant de spécialiser les devs. Par exemple, on va avoir quelqu'un qui va travailler sur un écran, ça va être son écran, dès qu'il va y avoir une évolution dessus, ça va être pour lui, parce que c'est celui qui le connaît le mieux. Ça peut être pareil pour une fonctionnalité, c'est quelqu'un qui a développé une fonctionnalité, c'est celui qui le connaît le mieux, donc dès qu'il y a un truc à faire, c'est pour lui. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, en fait, chacun est spécialiste, et c'est très bien, mais du coup, pour les autres développeurs, c'est quelque chose de très opaque. Et si un jour cette personne vient à quitter le projet, bon, on se retrouve finalement qu'avec des débutants sur cette fonctionnalité, c'est-à-dire des personnes qui ne connaissent pas comment ça a été développé. Or, il faut développer la polyvalence entre nos devs. L'idée, c'est qu'on ne soit pas dépendant d'un seul et unique dev et que, en fait, chaque dev ait une vision un peu plus globale que plus que son écran, plus que son code, etc. et qui voit réellement d'un point de vue projet les différentes parties qui le composent. Ainsi, par exemple, l'idée c'est que on va coupler cette personne avec une personne qui ne connaît pas l'écran, avec une personne qui ne connaît pas la fonctionnalité, et ainsi elle va pouvoir découvrir le code qui est behind. Par exemple, ici on va dire ah salut, c'est toi qui fais la récupération du flux SSIS pour alimenter les données qui vont sur mon écran, et elle va dire bah tout à fait, d'ailleurs aujourd'hui le flux il est en train de se mettre à jour, je vais récupérer une nouvelle donnée et je vais devoir te la transmettre, donc je te propose de voir comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce que moi je récupère les données justement pour t'envoyer tes données pour ton écran. Ça va permettre de voir en amont ce qui se passe et ainsi d'avoir une plus grande polyvalence, de voir qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui lui retourne ces données, et également comment est-ce que ça se passe, c'est un flux SSIS, comment est-ce qu'on utilise le SSIS. Donc ça lui permet de découvrir une plus grande partie du projet. Et ça c'est important également sur le long terme, car ça va vous permettre d'avoir des gens tout simplement plus compétents sur votre projet. Mais en outre, ça va également permettre de réduire le temps de résolution pour un problème. Lorsqu'on a une deuxième paire d'yeux, ça permet d'éviter les fautes d'inattention. Beaucoup de développeurs sont la tête dans le guidon et ils écrivent du code, et parfois on arrive à faire des bugs, mais c'est des bugs vraiment bêtes. On a oublié une parenthèse, on a oublié un argument, on a oublié un point-virgule, et c'est vraiment quelque chose de stupide. C'est pas parce qu'on n'est pas compétent, c'est juste qu'on n'a pas fait attention, c'est un oubli, on sait qu'il faut faire ça, mais on l'a oublié dans la précipitation, voilà, et justement avoir une deuxième paire d'yeux qui va être plus posée, plus concentrée, qui aura du coup un certain recul, va pouvoir remarquer ces fautes d'inattention et nous alerter tout de suite, ce qui va nous éviter de perdre du temps, parce que potentiellement derrière on va falloir trouver d'où vient ce bug qu'on comprend pas forcément, parce que nous on pense qu'on l'a bien fait et en fait non, mince, on a oublié quelque chose. Par exemple, le premier développeur là il va lui dire attention, tu as oublié un point virgule juste au-dessus, puis tu n'as pas incrémenté ta variable à la fin de ta boucle, du coup là tu vas nous faire une boucle infinie, attention. Et là tu vas voir l'autre développeur qui fait oups, ah bah ouais non c'est ouais je suis bête, heureusement que tu es là, grâce à toi j'ai évité de perdre du temps. Donc derrière justement cette deuxième paire d'yeux va justement éviter de nous faire perdre du temps. Mais c'est pas tout, également on va être confronté à d'autres problèmes, avec des vrais bugs et des choses qui peuvent être potentiellement extrêmement complexes. Et là, il est vrai qu'avoir deux cerveaux, ça vaut beaucoup mieux qu'un seul pour débusquer et résoudre des problèmes ardus. Quand on réfléchit et qu'on est tout simplement plusieurs, parfois on a plus de chances de résoudre rapidement et de détecter le problème plutôt que si on est seul. Par exemple, c'est je comprends pas pourquoi est-ce que ça plante, je ne vois pas d'erreur. Puis l'autre va peut-être potentiellement proposer, je sais pas, est-ce que c'est parce que dans ce cas-là précis notre variable a telle valeur, et l'autre va faire ah ouais, bien vu, c'est vrai, ouais, je l'ai pas remarqué, mais alors du coup on passe par là et tout, c'est embêtant, comment est-ce qu'on fait pour éviter ça? Et puis l'autre il va dire on pourrait par exemple changer cette condition, ajouter cette valeur qu'on passera en paramètres, et puis voilà, et puis normalement ça devrait résoudre. Et ainsi, alors que le développeur aurait potentiellement passé des heures à chercher ce problème, grâce à cet échange et à l'inspection de deux personnes, on a pu résoudre beaucoup plus rapidement notre problème. Donc, mine de rien, on y gagne en termes de tout simplement pertes liées aux bugs, à des problématiques, à de la complexité.
Donc si on résume, on a un meilleur code et on a une meilleure équipe. Le code il est de meilleure qualité grâce aux échanges et on a également une revue de code qui est faite en direct par le pair. Ensuite, on a une équipe qui va être polyvalente et qui connaît mieux le projet et qui connaît mieux également ses collègues, ce qui est quand même important, ce qui permet de créer une certaine cohésion d'équipe. Donc là, vous allez avoir votre manager qui fait ouais, c'est intéressant, je peux voir qu'il y a des bénéfices sur le long terme, mais mine de rien, je perds quand même une ressource. Je mets 2 développeurs sur une tâche, et donc derrière, je ne suis pas sûr que vous mettez 2 fois moins de temps. Alors ça, vous allez l'entendre très souvent. Qu'est-ce qu'en disent réellement les études scientifiques qui ont été faites dessus? Alors, on a notamment un scientifique qui s'appelle Kim-Mang Louis qui s'est intéressé à la formule suivante. On a pris le temps de résolution d'un problème en binôme, c'est-à-dire à 2. Donc on prend évidemment le temps, puis on le multiplie par 2 parce qu'on a mis 2 ressources, 2 personnes dessus. Ensuite, on soustrait le temps de résolution qu'on aurait mis si on était seul. Ensuite, on divise pour avoir tout simplement un pourcentage par le temps de résolution en binôme. Donc ça nous permet en fait de voir ce que l'on appelle l'effort relatif consenti par un binôme, donc de l'anglais Relative Effort Afforded by Pairs. C'est tout simplement en gros, est-ce que j'ai mis plus de temps homme à résoudre ce problème en étant en binôme que en étant seul. Alors, les études qui ont été faites en 1998 ont montré que ce taux était vers les alentours en moyenne de 59,4%. Donc on mettrait plus de temps en étant en binôme en termes de développement à 2 que de la résolution seule. Et alors là, il y a votre manager qui fait la gloriole et il avait raison et au final c'est bel et bien une perte. Et c'est vrai, je ne vais pas le contester. Mais heureusement, on a approfondi un petit peu les études et on a découvert, notamment grâce à d'autres études en 2000, que en fait, il faut une période d'adaptation, que effectivement, en fait, on ne passe pas en pair programming comme ça. Et une fois que les équipes ont pris l'habitude, une fois qu'elles ont assimilé et qu'elles ont arrêté notamment la résistance au changement, in fine, en fait, ce taux descend à 15%, ce qui est quand même beaucoup plus acceptable. Donc derrière, vous perdez toujours un petit peu de temps parce que vous mettez en fait 2 personnes. Vous gagnez en temps de résolution par binôme, mais comme il y a 2 personnes, en termes de jours hommes, vous consommez un petit peu plus, mais vous consommez que 15% en plus, ce qui est beaucoup plus acceptable. Sachant que derrière, comme je vous l'ai dit, vous avez un code de meilleure qualité, une équipe qui s'est améliorée, qui est plus polyvalente, plus soudée, et qui couvre un plus vaste sujet. Donc finalement, c'est plutôt rentable. Donc là, vous avez un manager qui va faire c'est vrai, not bad. C'est vrai que ça a l'air pas mal ton truc, mais enfin, ce que tu me présentes, c'est plutôt quand même, on va dire, assez utopique. Il y en a, et je veux dire, il y a quand même un fort risque de dérive où, genre, il y en a un qui se la coule douce. Et puis l'autre, c'est l'autre qui se tape tout le boulot, hein. C'est très bien l'échange, etc. Mais derrière, dans la réalité, voilà, je crois qu'on va pas se mentir, c'est jamais comme ça que ça va se passer. Alors effectivement, là-dessus, il y a des points négatifs, et il y a des points notamment où il faut faire extrêmement attention. Donc c'est ce que j'ai appelé les problèmes possibles dans le pair programming. Il y a tout d'abord le silence. Comme je l'ai dit, c'est un marqueur vraiment comme quoi le pair programming ne marche pas, parce que le pair programming c'est censé être un échange. Lorsque les devs sont en train de développer, il faut que le binôme parle, discute, échange. Alors je ne dis pas qu'il faut qu'ils parlent sans cesse, hein. Il y a un moment, c'est normal, il y a qu'un seul qui va coder, et il y a un moment, il faut qu'il implémente ce qu'il a dit, et l'autre n'a pas besoin de rajouter des mots pour combler, pour dire qu'il n'y a pas de silence. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que si par exemple, pendant toute une journée, pendant même une demi-journée, voire 1 heure, un binôme ne parle absolument pas, alors là, il y a un problème. Là, c'est un marqueur typique que derrière, il n'y a pas d'échange, et donc que le pair programming ne porte pas ses fruits. Dans ces cas-là, il est toujours bon d'aller voir les devs et d'aller voir pourquoi est-ce qu'ils n'échangent pas.
Ensuite, il va y avoir l'effacement. Alors ça, c'est quelque chose qui se passe quand il y a un déséquilibre de compétences flagrantes entre les deux développeurs. On va avoir un développeur qui va être extrêmement calé, très expert, et en plus qui est relativement confiant en lui. Et on va avoir un autre développeur qui potentiellement va être plus timide et qui est quand même moins compétent que le précédent. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est que lorsque le développeur avec une certaine expérience va dire oui, et ben même si en réalité l'autre pense plutôt non, il va plutôt s'effacer, il va plutôt laisser faire l'expert, et du coup c'est dommage parce que non seulement il n'explique pas pourquoi non, ce qui fera potentiellement faire changer d'avis l'expert, parce que c'est peut-être quelque chose qu'il n'a pas forcément vu ou qu'il ne connaît tout simplement pas, et surtout ben ça permet pas aux jeunes, ou en tout cas à l'inexpérimenté, de proposer son truc et de savoir en réalité demander mais pourquoi oui, alors que moi je pense non. Quelles sont les raisons expérimentées qui te poussent à dire oui? Et donc voilà, le problème c'est que si si le genou il se laisse finalement porter par l'expert, derrière il n'y a pas de montée en compétence et c'est vachement dommage parce que du coup on perd l'intérêt du pair programming. Ensuite, il y a le désengagement. Alors le désengagement, c'est littéralement la dérive que a souligné le manager. C'est celui qu'on nous sort tout le temps. C'est il y en a un qui code, moi je me la coule douce, moi je regarde et puis finalement il est très bien capable de coder tout seul, donc moi je vais aller je sais pas, regarder un truc sur internet, je vais finalement partir faire mon code. Je le laisse seul, je le laisse faire et puis il se démerde tout seul. Apparemment, il a pas besoin de moi et non, 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 non. Même si potentiellement il est très capable de se démerder tout seul, le but du pair programming c'est aussi que tu surveilles ce qu'il fait, justement pour la correction des bugs, la deuxième paire d'yeux et la revue de code. Et surtout aussi, c'est que on travaille en binôme. Et il n'y a pas, tu le laisses seul et tu l'abandonnes à son propre sort. C'est un contrat que vous avez passé ensemble, vous êtes là l'un pour l'autre, et il n'y a aucune raison que vous l'abandonnez. Dans ces cas-là, le pair programming, si c'est ça, n'a strictement aucun intérêt. Et enfin, c'est la mésentente. S'il y a deux personnes qui se détestent, surtout ne les couplez pas ensemble pour se dire, comme ça ils vont apprendre à se connaître. Non, c'est contre-productif, vraiment. S'il y a mésentente entre deux personnes ne s'aiment pas, ça ne sert à rien de les mettre l'un à côté de l'autre, ça va juste créer des tensions encore plus inutiles, ils vont toujours se battre pour un point ou un autre, ça va être contre-productif. Non, vraiment, si évidemment c'est juste des a priori ou des trucs, ça peut être un bon moyen de justement les faire se connaître, mais si vraiment il y a une mésentente sérieuse, non, ne mettez pas ces devs-là ensemble. Après, potentiellement, peut-être qu'il n'y en avait pas, et c'est le fait de développer ensemble, qui ont deux visions totalement différentes, et chacun, en fait, campe sur ses positions, et ça va finir par s'engueuler sur comment est-ce qu'on implémente quelque chose. L'un veut une telle façon, l'autre veut l'autre façon, et alors là, c'est vraiment au niveau des experts, au niveau de la direction, de trancher, mais il faut intervenir vraiment avant que ça tombe sur une haine sérieuse. Parce que le but, c'est pas d'animer la haine. Le but c'est pas d'animer les colères, c'est vraiment que chacun monte en compétences, échange, et surtout le but c'est de relier, de consolider l'équipe. Donc dans ces cas-là, si vraiment si vous notez de manière régulière ces 4 problèmes, là vous dites nope, le pair programming ça ne marche pas. Peut-être que ça va pas marcher pour un binôme, dans ces cas-là, tant pis, vous allez essayer avec d'autres personnes qui sont peut-être plus engagées ou qui ont mieux assimilé et qui voient mieux l'utilité du pair programming. Mais si vraiment vous voyez ces éléments récurrents au sein de votre équipe, alors là vous dites nope, ça ne sert à rien. Là c'est vraiment je perds de l'argent, je perds de l'efficacité et ça ne sert à rien que je continue. Attention toutefois, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça ne va pas marcher tout de suite. On l'a vu dans les études, il faut une période d'adaptation. Donc si à la première semaine vous voyez qu'il y a ces problèmes, n'arrêtez pas tout. Allez sensibiliser vos devs. Expliquez-leur ce que vous attendez. Expliquez-leur pourquoi on fait ça. Quel est l'intérêt pour eux. Ils vont s'adapter.
je pense pas que... Vous savez, quand il y a quelque chose de nouveau, il y a toujours ce qu'on appelle de la résistance au changement. Et le but, c'est d'accompagner les utilisateurs pour, malgré tout, qu'ils accueillent ce changement de la meilleure façon possible et que ça se passe mieux. In fine, ils vont s'adapter, hein. Je pense pas qu'ils vont être but en blanc contre le pair programming. Et l'idée, c'est qu'on va descendre ce taux qu'on a vu là, qui était à 54%, vers les 15%. Justement grâce à cet accompagnement, à cette sensibilisation qu'on va faire, et au final les devs vont potentiellement petit à petit s'adapter au pair programming et vont réellement avoir tous les gains du pair programming. Mais voilà, si vous vraiment sur le long terme vous voyez que ces problématiques là sont toujours présentes, alors oui, arrêtez l'expérience, ça ne sert à rien. Donc moi à titre personnel je suis pour le pair programming. Je pense que ça permet de consolider l'équipe et de faire du code de meilleure qualité. Mais voilà, je ne suis pas non plus un gourou qui prêche pour sa paroisse en vous disant il faut faire du pair programming. Non, si vous voyez que ça ne marche pas, cela ne sert à rien. Votre équipe n'est pas prête, votre équipe n'est pas mature. Et c'est tant pis. Tant pis, vous ne pourrez pas mettre ça en place. C'est dommage, mais ça ne sert à rien d'insister sur quelque chose qui ne marche pas. Donc merci pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.